le conseil que je donne au ministre des Finances, c'est de s'approcher des Sénégalais qui puissent lui dire la réalité. Peut-être que lui, il est trop occupé pour connaître ce qui se passe. Vous savez que dans la gestion des pouvoirs, il y a beaucoup d'asymétrie de l'information. Même le président peut être induit en erreur par son ministre. Il faut que le gouvernement réagisse sur sa communication et que le ministre des Finances lui-même. Moi, j'ai eu à le rencontrer en 2014 parce que c'était lui qui m'avait sollicité pour venir le rencontrer. Je suis venu. Parce qu'à l'époque, j'ai critiqué un peu le PSE. Ce n'était pas très méchant. Peut-être c'est pourquoi. Parce que c'est lui qui a peut-être concocté le PSE. Il fallait qu'il me calme peut-être ou qu'il fasse quelque chose que... Je suis venu, je lui ai dit, monsieur le ministre des Finances, vous êtes le ministre des Finances. Tout ce que vous me donnerez, toute responsabilité que vous me donnerez, ça m'appartient à moi. Faites-moi une proposition et moi, j'essaierai de l'intérieur de venir changer quelque chose. Mais ce jour-là, je ne l'ai pas entendu par la suite. Parce que ce sont des gens qui... Moi, je ne leur demande pas de prendre Mounirou ou de prendre Moustapha Diop. Non, non, non. Ce que je leur demande, c'est de s'approcher de personnes qui savent. Parce que nous, on a déjà notre travail. Nous travaillons, alhamdoulilah, rabbil alamin. Mais ce qu'on veut, c'est que quand on habite dans un pays, il y a du stress, il y a de l'inquiétude, de l'anxiété. Quand on dit tension de trésorerie, vous allez penser que même dans quelques mois, votre salaire sera coupé ou bien on va vous donner une partie, on vous doit des arrêts. Ça, c'est passé en Afrique centrale. Là où il y a de l'austérité, de la rigueur. Nous ne voudrions pas, nous, dans le cadre de notre travail, à ce que ces situations arrivent au Sénégal. Le FMI avait fait fin 2017 une note au niveau du FMI pour dire que nous nous inquiétons dans le cas du Sénégal pour la dette. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement des arrêts de paiement très élevés au niveau du pays, mais que l'État avait même fait des jeux de Ponzi. On avait émis des bons du Trésor pour payer des bons du Trésor. Ça, c'est chronique comme endettement. Ce qui fait, non, mais ça existe. Et cette situation-là était la situation qui existait dans les années 2013-2012 au niveau des pays de la CEMAC. Le FMI est venu au niveau de la CEMAC pour leur dire, vous avez deux solutions. Soit vous faites un ajustement interne, c'est-à-dire l'austérité et la rigueur, serrer la ceinture, ou bien vous faites un ajustement externe, c'est la dévaluation. Et ces pays-là, se rappelant de la dévaluation du franc CFA en 1994, on dit non, 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 pas de dévaluation, on va faire de l'austérité. C'est pourquoi même, il y a des salaires coupés là-bas. Au Tchad, vous avez vu les baisses de salaires qui ont été faites. Vous avez vu au Gabon le problème qu'il y a eu. Vous avez le Cameroun, tous ces pays-là sont en difficulté. Et nous, nous sommes dans cette posture-là. Ce qui nous aide aujourd'hui, nous avons un poumon, une locomotive qui s'appelle Côte d'Ivoire et qui peut-être sur le plan des exportations, cacao, ainsi de suite, nous permet de nous ajuster un peu sur le plan monétaire. Je donne à... Je mets le bénéfice du doute, c'est-à-dire que je fais fonctionner le bénéfice du doute pour Macky Sall. Parce que pour avoir connu Macky Sall avant, je sais que Macky Sall est très réfractaire, est très récalcitrant, je ne sais pas comment je vais dire ça, à l'égard de l'augmentation des prix. Vous savez que pendant tout ce mandat, à chaque fois qu'il y a eu ces dynamiques-là, ces risques-là, il a sévi lui-même. Ceci participe pour beaucoup dans les tensions de trésorerie. Parce que des fois, on vous dit que l'État avait prévu en termes de fiscalité d'avoir peut-être 80 milliards ou bien 100, 200 milliards dans tel mois. On dit qu'il y a un manque à gagner, il y a un manque de trésorerie peut-être de 50 milliards. Parce que tout simplement, à chaque fois qu'il y avait une conjoncture internationale qui arrive et qui risque de faire fausser les calculs, Macky Sall refusait catégoriquement les baisses, les augmentations de prix et que l'État supportait à chaque fois. Ce qui fait que donc les aspirations de recettes n'ont jamais été, des fois sont trompées tout simplement par ces dynamiques-là. C'est vrai que le Sénégal est un pays quand même qui jusqu'à présent dépend à plus de 45% des importations. Nous importons la plupart de ce que nous utilisons dans notre pays, ce qui fait que donc une légère variation exogène sur ces prix-là peut déstabiliser le pays. Et même pour justifier les tensions de trésorerie, le ministre des Finances avait évoqué le baril du pétrole. Oui. Parce que le baril du pétrole était descendu jusqu'à 30 $. Rappelez-vous en 2016. Aujourd'hui, le baril est encore remonté et frise même les 80 $ en ce moment. Ce qui fait que donc l'État a dû quand même faire des efforts pour que ça ne se répercute pas sur le transport, que ça ne se répercute pas au niveau donc de la production de pain qui utilise quand même de l'électricité, ça ne se répercute pas au niveau du prix de l'électricité, que ça ne se répercute pas au niveau de beaucoup d'autres choses, d'autres secteurs qui dépendent des hydrocarbures. Et l'État a dû donc mettre la main à la pâte pour essayer tout simplement de compenser. Je suis tout à fait d'accord avec le ministre des Finances. Il faut dans un pays... comme on est dans une logique de libéralisation, on est dans une économie de marché, il faudrait tout simplement, de manière encadrée, faire jouer la vérité des prix. Et faire jouer la vérité des prix ne signifie pas systématiquement augmenter les prix. Parce que si l'État joue
carrément le jeu de la régulation. Parce que, Moustapha, même vous, si l'État vous dit, Moustapha, je vous donne cette licence pour importer du riz de Thaïlande. Vous partez en Thaïlande, vous achetez du riz à 200 francs le kilo. Vous pouvez dire au vendeur en Thaïlande, qui n'est pas surveillé par une régulation sénégalaise, vous m'avez vendu à 200 francs, mais mettez-moi 225 francs. Et moi, je vous donnerai 5 francs par kilo. Et moi, je gagne 20 francs par kilo de plus. Arrivé au Sénégal, le prix que je vais fixer à 25 francs de surfacturation. Et ça me permet de remplir mes poches. Donc, on doit quand même mettre de la régulation pour qu'on fasse la vérité des coûts d'abord, avant la vérité des prix. Parce que quand quelqu'un me dit un sandwich coûte 800 francs, pour contester le prix, il me faut savoir son coût. Et la marge normale qu'il faut mettre. C'est comme dans les télécommunications. Le Sénégal se plaigne aussi du prix des télécommunications. Je pense que le gouvernement, en activant le levier de la régulation, des régulateurs qui soient là pour tout simplement enquêter sur la vérité des coûts, permettrait aujourd'hui de ne même pas augmenter les prix et de dire aux opérateurs, aux industriels, attention, même à ce prix-là, vous allez rentabiliser. Le directeur de la Sénélec est venu, peut-être que lui, il a une stratégie qui lui permet de tout simplement réduire ce qu'on appelle en économie les slacks. En économie, il y a ce qu'on appelle dans les entreprises des slacks, c'est-à-dire des surcoûts en input et des insuffisances en output. Il a joué sur ça pour peut-être mettre au chômage certaines personnes, les missions d'expertise, il a peut-être réduit, les bons de carburant qu'on donnait à des responsables, il a dit non, c'est plus 350, c'est 200, peut-être il s'est arrangé du point de vue interne de l'entreprise pour baisser les charges, pour essayer tout simplement à ce que l'entreprise, de faire en sorte à ce que le chiffre d'affaires de l'entreprise puisse supporter les charges de l'entreprise. Je pense que c'est ça la logique. Je l'ai même dit dans le livre que j'ai publié récemment, Quelle alternative socio-économique au Sénégal, où j'ai proposé la création de 2 autorités de régulation. Une autorité de régulation pour les transports, parce que nous avons maintenant le transport aérien qui se développe au niveau du pays. Si une compagnie dit je vais faire Louga, Saint-Louis en avion, il dit que c'est 50 000, il faut qu'un régulateur lui dise 50 000 c'est normal ou pas. Si Air Sénégal dit qu'en cas vous allez aller avec 60 000 francs ou 100 000 francs, il faut qu'un régulateur lui dise est-ce que c'est 60 000? Tu vois que la régulation, c'est important. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il faut réguler les péages. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une surtarification énorme au niveau de l'autoroute à péage. S'il y avait un régulateur qui est là, qui maîtrise les coûts, ce régulateur-là, sur la base de sa maîtrise des coûts et des démonstrations qu'il va faire, il peut sommer à l'entreprise de réduire les tarifs pour éviter les surprofits, parce qu'il y a beaucoup de surprofits. Moi, j'ai fait le calcul dans le cadre de mes publications. Je me suis rendu compte qu'après avoir misé 61 milliards de francs CFA, parce que l'autoroute à péage a été construite à 386 milliards de francs CFA, les 325 milliards ont été fournis par l'État du Sénégal. Eiffage n'a contribué que pour 61 milliards de francs CFA. Ce qui fait en valeur actuelle, au taux de 10%, c'est-à-dire si vous actualisez cet argent-là en 30 ans, ça vous donne 664 milliards. Et alors que les recettes que j'ai calculées me donnent 2256 milliards. Pour avoir misé 600 et quelques milliards, on va récupérer 2200. Donc c'est une surtarification, l'État aurait dû intervenir. Donc nous on a dit qu'au lieu de baisser le prix, ce qui créera des encombrements, ce qu'on appelle des externalités négatives, des externalités d'encombrement, l'État va maintenir le prix, mais aller au niveau de l'entreprise pour augmenter l'impôt que l'État va encaisser pour la collectivité. Vous savez, je vais vous dire pourquoi il n'est pas bon. Parce qu'Abdoulaye Wade, c'était ça son fort. Abdoulaye Diop ne s'impliquait pas comme ça. C'était son fort. Le Sénégal a affronté des problèmes encore plus terribles. Rappelez-vous du baril de pétrole à 147 $ en 2007. Rappelez-vous des délestages monstres dans le pays qui faisaient beaucoup de baisses de recettes à cause des PME, PMI qui avaient des problèmes, les impôts. Rappelez-vous également des embouteillages monstres qui coûtaient au Sénégal 1 à 2 points de croissance. Abdoulaye Wade a vécu dans ces conditions-là et que le ministre des Finances a toujours payé la dette intérieure a été là, mais on s'est toujours débrouillé. Et je vais vous dire pourquoi un ministre des Finances doit être concentré dans son travail. C'est son pouvoir de régulation. Aujourd'hui, dans le cadre de la réforme budget-programme, qui est donc instituée par l'UEMOA depuis 2009, je suis allé au Mali, je sais que les Maliens sont maintenant effectivement dans le budget-programme. Le seul obstacle, l'obstacle le plus important que les experts ont dénoté, c'est le pouvoir de régulation du ministre des Finances. Le ministre des Finances peut, quand vous êtes son ministre, vous avez engagé quelque chose qui doit être payé. Vous avez pris vos engagements pour 2019. Il peut venir dire non,
j'attends pour 2020 pour deux raisons. Parce qu'il régule, il dit que donc, il peut vous dire que c'est parce que ce crédit-là est sans objet par rapport aux autres priorités. Il peut vous dire également que je veux éviter les dépenses extra-budgétaires qui vont tout simplement nous mettre en mal avec les critères de convergence de l'UEMOA. Nous ne devons pas dépasser 3% de déficit budgétaire, donc votre dépense-là, il faut attendre 2020. Alors que vous êtes ministre, vos projets vont traîner. Selon les accointances que les gens ont avec le ministre des Finances ou pas, ça peut créer beaucoup de problèmes. Dans un pays où il y a une raréfaction des ressources publiques, le pouvoir de régulation des ministres des Finances peut créer beaucoup de problèmes. Donc si le ministre des Finances n'a pas de collaboration et traite tout le monde d'égal à égal, ça peut régler beaucoup de problèmes, ça peut faciliter. Moi je pense qu'à chaque instant, le président peut changer, pas tout le temps, parce que les bailleurs de fonds n'aiment pas le changement de 3 ministres. Le Premier ministre, d'abord, le ministre du Budget, le ministre des Finances, parce qu'ils négocient avec eux. Et ces gens-là ont plus de compétences que quiconque dans l'état des négociations. Donc ils ne veulent pas de ça. Donc ce n'est pas bon pour l'économie quand une personne quand même qui a accumulé autant de compétences comme ça, autant de responsabilités, qu'on puisse l'enlever. Mais quand même, il y a ses collègues qui n'ignorent pas ce qu'il a fait. Il y a le Premier ministre, il y a le ministre du Budget, il y a d'autres ministres qui sont là et qui n'ignorent pas. C'est un problème d'information, un problème d'imprégnation. Le président peut toujours voir quelqu'un qui peut effectivement continuer le travail. Parce que le travail du ministre des Finances, parce qu'au Sénégal, nous avons un ministère de l'économie et des finances. Je pense qu'il y a du plan également. Parce qu'au Sénégal, le plan maintenant est rattaché. Le plan était enlevé, on l'avait mis à côté. Mais comme nous ne sommes plus dans un état providentiel où l'État fait des plans, nous sommes dans une économie de marché, on peut tout simplement conserver le ministre de l'économie et des finances. En France, ils ont le ministre de l'économie et de l'industrie. Et ils ont après le ministre du budget et des comptes publics. Vous voyez, il y a une différence. Le président de la République, donc, pour régler ces problèmes-là, peut réfléchir sur ces formules par benchmarking à l'étranger et essayer de faire les ajustements qu'il faut faire en maintenant les mêmes personnes.